Est-ce que vous allez souvent sur les réseaux sociaux? En vrai, il y a assez peu de chances que vous me disiez non. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et tous ces sites sont devenus tellement présents que pour beaucoup, il s'agit uniquement de leur seule connexion avec Internet, et même avec le monde. Et il serait dommage de s'en priver car tout cela a aussi permis de révolutionner notre manière de partager ce qu'on fait. Avant, il était compliqué de le faire ou alors c'était seulement un cercle restreint. Maintenant, tout le monde peut savoir ce que vous avez mangé ce midi. Vachement bien, non? En plus, on peut partager plein de choses sur les réseaux. Par exemple, les dernières photos de votre chat, ce que vous avez mangé à la pause de midi, ou encore votre équipe sur Raid Shadow Legends, et en plus ils sponsorisent la vidéo alors ils sont plutôt sympas. Vous connaissez bien sûr Raid, ce jeu gratuit disponible sur smartphone et PC, c'est un jeu auquel je joue depuis plusieurs années maintenant et à force d'en parler je commence à avoir une petite équipe sympatoche. Dans ce jeu on peut combattre tout un tas d'ennemis, que ce soit en PvE via la campagne ou les donjons, mais aussi en PvP via l'arène que j'aime beaucoup. Avec plus de 600 champions disponibles, il va être possible de se monter une équipe de rêve en invoquant ses membres ou en les améliorant dans la taverne. D'ailleurs si je devais citer mes 5 préférés que j'essaie de mettre dans toutes mes compositions, ce serait tout d'abord l'Anakis avec ses améliorations affectant tout le groupe, puis Sinesha avec son attaque qui tape 2 fois les ennemis les plus faibles. Dans le podium on trouverait l'arrière-garde et sa défense délirante permettant de prendre les coups à la place de ses alliés. Krilla serait seconde avec ses buffs de coups critiques, mais surtout son cri de guerre permettant de donner un tour d'attaque à toute l'équipe, ce qui permet de terrasser tout le monde très vite. Et évidemment en haut de cette liste le Seigneur Tombeau, déjà car il a la giga classe, mais aussi car il tape super fort avec son poison qu'il peut appliquer à toute l'équipe adverse, ce qui permet de faire une bonne dose de dégâts. Ce mois-ci c'est l'anneau de gardien qui arrive, une fonctionnalité permettant de choper les champions légendaires que vous auriez manqué, vous donnant ainsi une possibilité d'améliorer un maximum vos chouchous. Il y a d'ailleurs toujours des événements autour des fragments spéciaux directement dans cet onglet, histoire de gagner de nouveaux champions légendaires. Avec le lien en description ou en scannant ce QR code que vous avez vu pendant toute cette présentation, vous pourrez avoir un boost sympathique lors de votre inscription au jeu, avec 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recherche d'énergie, un éclat antique ainsi que le champion épique Shonoru. Il suffira de récupérer tout ça dans la boîte de réception, mais attention, tout ça n'est disponible que pour les 30 prochains jours et c'est uniquement pour les nouveaux joueurs. Mais partager votre équipe sur Facebook c'est assez convenu, du coup sur quel réseau ce serait le plus probant? Bah clairement pas ceux de cette liste, et d'ailleurs commençons avec Clubhouse. Une bonne entrée en matière avec celui qui était censé tous les enterrer il y a peu de temps. Clubhouse est un réseau social créé en 2020 qui a connu sa réelle explosion en janvier 2021 suite aux paroles d'un homme, mais pas de n'importe lequel, Elon Musk. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des hommes les plus riches du monde est assez accro aux réseaux sociaux et il a adoré le principe de Clubhouse après quelques interviews qu'il a pu faire sur le réseau, au point de proposer d'en refaire avec des potes à lui, et ses potes c'est des gens comme Kanye West par exemple, donc bon en vrai ça va. Bon, il a aussi essayé d'en faire une avec le Kremlin de Moscou, sur un malentendu, pourquoi pas, ça peut passer. Mais c'est quoi le principe de cette application? Eh bien Clubhouse fonctionne sur un principe de room permettant de débattre sur des sujets en particulier, musique, art, jeux vidéo, entreprise, bref, il y a moyen de parler de tout, mais ici pas de textuel, que du vocal. En effet, c'est vraiment comme si on était posé avec d'autres gens pour parler d'un sujet en particulier, avec la possibilité de soit se contenter d'écouter, soit de participer activement. Cela plaît à énormément de personnes étant donné qu'il est possible de vraiment parler dans une conversation, ce qui rend le tout beaucoup plus vivant, mais aussi car le réseau est prisé par pas mal de personnalités, et il paraît donc simple de parler à ces dernières comme si c'était vous ou moi. La communauté est aussi beaucoup dans l'esprit Startup Nation à la base, et avec énormément d'entrepreneurs de tous les horizons rejoignant le réseau, ce qui fait que beaucoup y voient un nouveau moyen de faire du réseautage, et on voit des formations, des meetings et d'autres masterclass. Le réseau est abondé de rooms de tout genre. Le tout a donc l'air assez accessible pour pouvoir parler à des stars et autres personnalités influentes sans trop de barrières, et en même temps, bah c'était un peu sélectif quand même. En effet, il n'était pas possible de s'inscrire sur l'application comme on voulait. Le seul moyen de la rejoindre était d'être invité par un membre déjà présent qui pouvait alors en inviter 2 autres. Vous imaginez bien que tout cela crée un sentiment de rareté et surtout un sentiment de besoin. Ne pas être sur Clubhouse, c'est être la risée des autres à devoir se traîner sur les vieux réseaux sociaux tout nuls qui sont accessibles par n'importe qui. C'est donc tout naturellement que les membres actuellement présents sont devenus des dieux pour certains, et c'est donc tout aussi naturellement qu'un marché s'est créé autour de ces invitations, et un marché noir bien sûr, à coup d'invitations vendues sur eBay. Car évidemment, vendre des invitations, c'est pas trop prévu par le site. Le tout est donc assez illégal et pourtant des invitations partent contre de l'argent avec des prix atteignant parfois les 125 $. En même temps, attendez, vous pourrez peut-être parler à des stars grâce à ça vaut bien plus de 100 $. La photo à 36 €, la discussion à 125 $, ça commence à faire mal au porte-monnaie. Heureusement que le bouton d'abonnement rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo lui reste totalement gratuit, et la cloche aussi si vous n'avez toujours pas cliqué dessus. Alors dépêchez-vous d'appuyer sur tous ces boutons actuellement avant que je trouve un moyen de vous faire payer des milliers et des cents pour le faire. Vous doutez bien que tout ça n'était pas forcément prévu par Clubhouse. Le but des invitations était surtout pour pouvoir réguler le nombre d'utilisateurs, car
Là on parle d'une nouvelle application qui n'a pas la possibilité d'accueillir toute la Terre entière instantanément, mais le but est aussi bien sûr de faire parler d'eux, et ça marche, et ça attire pas mal de monde. Comme dit plus tôt, on a beaucoup de la population LinkedIn présente là-dessus, et la société a réussi à faire plusieurs levées de fonds, et a même été valorisée à 4 milliards de dollars en avril 2021, pas mal comme démarrage. Malheureusement c'est à ce moment qu'arrivent les problèmes. Déjà victime de son succès, le réseau a énormément de mal à se modérer, avec une équipe de modération complètement à la ramasse, ce qui fait que beaucoup de sujets vont un peu trop loin. Ce qui a fait le plus parler, c'est le fait que l'application soit accessible en Chine, et elle a donc permis à pas mal de ses habitants d'accéder à des discussions qui sont pourtant proscrites là-bas, comme autour des manifestations de Hong Kong, qui sont des choses pas giga joyeuses que le gouvernement veut garder un secret au maximum. Heureusement que j'en ai pas parlé dans le passé, et que ça n'a pas fait un demi-million de vues et que je vous mets pas une fiche en haut à droite pour aller la voir, hein. Ce serait vraiment bête que cela se répande. Mais bon, tout ça encore, c'est de la liberté d'expression, et donc je vois pas forcément le problème à tout ça. Mais là où ça fait mal, bah c'est sur les questions de protection de la vie privée. Beaucoup se sont posé des questions sur comment Clubhouse se traite leurs données, et on sentait qu'ils n'avaient pas grand chose à carrer de tout ce qui touche à la confidentialité. On trouvait par exemple des profils fantômes créés pour des personnes n'ayant jamais créé de compte mais qui existent réellement, et ça juste car elles se trouvaient dans les annuaires de contact de personnes inscrites, ou encore le fait que Clubhouse enregistre l'intégralité des conversations de chambres privées. Tout ça fait assez peur, surtout dans notre monde où cette question est de plus en plus forte et de plus en plus importante. Réelle envie de profiter de ces données ou incompétence lors de la programmation de l'application? Aucune idée, mais ce qui est sûr c'est que tout ça entre de mauvaises mains pourrait faire très mal. Et en parlant d'incompétence, bah l'application n'était disponible que sur iOS à sa sortie. Impossible d'y accéder côté Android, sur un réseau social qui se veut assez grand public, ça craint quand même. Alors j'en vois déjà certains me dire que ça crée un certain élitisme, mais vraiment allez vous asseoir sur un cactus si vous le pensez réellement. Au final, Clubhouse est devenu extrêmement secondaire, et ce qui a remué le couteau dans la plaie, c'est le fait que les autres réseaux sociaux ont créé le même système avec des discussions vocales temporaires. On a par exemple Twitter qui a mis en place les Spaces en mai 2021, qui fonctionne avec exactement le même principe, et d'autres sont en train de travailler aussi sur la fonctionnalité audio comme LinkedIn. Donc du coup, pourquoi télécharger une application qui en plus n'est pas disponible sur Android pour finalement ne rien avoir de plus que ce qu'on a déjà ailleurs? Clubhouse est donc toujours vivant, mais n'est clairement plus que l'ombre de lui-même malgré ce buzz gigantesque qu'il a pu avoir sur les premiers mois de cette année. Et en parlant de quelqu'un qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis longtemps, MySpace. C'est le réseau social qui viendra toujours en tête quand on parle de réseau social actuellement sous assistance respiratoire. Pourtant, il faisait bien partie des plus grands à une époque. Il va falloir bien remonter dans le temps pour retrouver les vestiges du réseau, car il a été en effet lancé en 2003. Pour vous remettre dans le contexte à cette époque, Facebook n'existe simplement pas. C'est en 2004 que le réseau social de marque est créé, et seulement en 2006 qu'il a été ouvert au grand public. Le réseau est tombé au bon moment avec Internet qui a été de plus en plus accessible, et il est devenu presque facile d'aller sur le web à ce moment pour pouvoir y faire tout et n'importe quoi, et donc chatter avec n'importe qui grâce à des plateformes prévues pour ça sur des sites qui se veulent accessibles au plus grand nombre. MySpace était ce service avec Tom qui était là pour être notre premier ami sur la plateforme, Tom étant le cofondateur de MySpace lui-même. Donc sympa de l'avoir comme pote, mais je pense qu'il va souvent vous ghoster s'il a tout le monde comme pote à répondre, hein. Le réseau atteint des pics de popularité gigantesques avec 75 millions d'utilisateurs uniques par mois, c'est juste complètement dingue dans les années 2000, et un nombre d'utilisateurs pareil, bah ça fait baver certains investisseurs. Le réseau social a été vendu en 2005 à News Corporation pour la coquette somme de 580 millions de dollars, et c'est là que le site a pu voir grand pour mieux admirer sa chute. En effet, maintenant que le site a été vendu pour une coquette somme, News Corp va devoir réussir à rentabiliser cette dépense. Le site commence donc à mettre des publicités à tire-larigot, notamment en signant un contrat avec Google en 2006 pour mettre leur publicité pour 900 millions de dollars, et grâce à ça, le site est rentable, plus populaire, bref, tout le monde va sur MySpace. En 2007, le site est valorisé à 12 milliards de dollars avec ses 300 millions d'utilisateurs inscrits. MySpace est le roi du monde. Et c'est là que le groupe a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. On était en plein dans la période où les publicités étaient pas forcément régulées et où on s'en fichait un peu de les rendre un peu plus intrusives. Et on avait des pop-up, des bandeaux qui cachent le contenu, tout était bon pour faire du bif, quitte à ruiner complètement l'expérience utilisateur. Le site devient surchargé, les publicités plombent les performances, quand à côté Facebook est bien plus agréable et surtout beaucoup plus fluide. MySpace commence à se faire vieillot et perd de plus en plus de parts de marché à partir de 2008, surtout avec les jeunes qui s'en vont au détriment du réseau de marque. C'est simple, Facebook est le réseau des jeunes, MySpace celui des vieux. Cocasse quand on sait que Facebook n'a plus forcément cette image aujourd'hui. MySpace est donc passé de poule aux œufs d'or à machine infernale coûtant énormément d'argent à la société l'ayant acheté en 2005, qui se retrouve à tout faire pour s'en débarrasser en cherchant un repreneur, mais cela prend des plombes et le prix ne cesse de baisser. News Corp a tout de même réussi à revendre MySpace à son tour en 2011, mais clairement pas pour la même somme, seulement 35 millions de dollars. Pas foufou la plus-value, hein. Rupert Murdoch, le PDG de News Corp, a lui-même reconnu que c'était de la turbo-mouise ce qu'ils ont fait avec MySpace. Donc bon, le mal est fait, mais c'est déjà bien de le reconnaître. Certes, la montée en puissance de Facebook n'a pas aidé, mais les actions passées du groupe non plus. Mais comme on le voit
dire qu'il aurait pu revendre son achat de 600 millions de dollars pour 6 milliards seulement un mois après l'acquisition, ça doit piquer. Bref, des grosses compagnies qui achètent des logiciels ou des sites sympas et qui font n'importe quoi avec, ça me rappelle certaines histoires que j'ai déjà pu vous raconter. MySpace fonctionne toujours aujourd'hui, a été racheté par Time en 2016, Meredith Corporation en 2018, Viand Technology en 2019, bref, le réseau social n'a clairement plus d'identité, avec certains qui essaient d'en faire quelque chose avec, mais sans trop de succès. Et ne parlons pas non plus des tollés du site, comme en 2016 avec 360 millions de comptes MySpace qui se sont retrouvés en vente sur le dark web, avec des données sensibles comme des mots de passe. Ouais, compliqué pour l'ami Tom tout ça. Mais saviez-vous qu'avant que MySpace se fasse tuer par Facebook, eh bien ce dernier avait tué le réseau social phare de l'époque, Friendster. Vous pensiez que le concept de réseau social était arrivé avec Facebook et MySpace? Eh bien non, il y en a eu bien avant et on va parler d'un des premiers, Friendster. Bon, en vrai, ancêtre, pas tant que ça, parce qu'on est sur du 2002 ici, donc seulement un an avant MySpace, mais un an en temps internet, ça fait beaucoup, surtout à cette époque. Le but ici est d'avoir un réseau permettant de communiquer avec d'autres amis directement en ligne, mais surtout pour pouvoir discuter autour des jeux qui se préparaient à Kuala Lumpur en Malaisie. Et son nom vous paraît possiblement familier, peut-être une similitude avec Napster, un service d'échange de fichiers musicaux de l'époque, et c'est normal car le nom est une contraction entre ce service et Friend, donnant donc Friendster. Alors il n'y a absolument aucun lien commercial entre Napster et Friendster, mais bon, à l'époque, la propriété intellectuelle, bon, on s'en foutait un peu. Après son succès en Malaisie, le site est devenu de plus en plus populaire et proposait des fonctionnalités super innovantes comme la possibilité de rajouter des vidéos à son propre profil, chose complètement folle à cette époque. Quelques mois après son lancement, 3 millions d'utilisateurs y sont déjà inscrits. Tout le monde est intéressé par Friendster au point que Google propose de racheter le service en 2003 pour 30 millions de dollars. Mais ces derniers leur disent d'aller se faire cuire un œuf parce qu'après tout, c'est qui ces ploucs qui font un moteur de recherche là, Le problème est qu'à ce moment-là, les autres commencent à arriver et le site a eu de plus en plus de mal à suivre le mouvement, devenant de plus en plus obsolète avec pas mal d'utilisateurs se rendant compte que c'était vachement moins ergonomique qu'un MySpace par exemple en 2004. Et donc à cette année-là, MySpace est devenu plus populaire que Friendster et vous connaissez déjà la suite de l'histoire, à l'instar de MySpace mais bien plus tôt, le site galère à faire des sous, tout le monde quitte le navire et tout le monde essaie de se refiler le cadeau empoisonné. Au fil des années ici aussi, le service s'est fait racheter à tire-larigot par des sociétés diverses. Facebook rachète les brevets en 2010 de Friendster et des tentatives sont faites pour relancer la machine, avec notamment une en 2011 pour changer son positionnement en proposant des jeux sociaux pour ainsi ne plus être un concurrent géant du moment comme Facebook, mais rien n'y fait, tout le monde a oublié Friendster. Le service est donc arrêté le 14 juin 2015 en indiquant vouloir prendre une pause, mais 6 ans plus tard, cette pause n'est toujours pas terminée. Alors est-ce que Friendster restera pour toujours un vieil ami qu'on a perdu de vue? Ouais, on dirait bien que oui. En espérant que vous ayez vu cet ami plus que quelques secondes quand même, parce que pour le prochain, il y a peu de chances que ce soit le cas. Vine. Car tout son principe repose là-dessus, du contenu de quelques secondes. Alors on peut se poser la question de si on devrait appeler ce genre d'application des réseaux sociaux ou plutôt des hébergeurs vidéo, mais sur du contenu aussi court, je pense qu'on est plus sur la première catégorie, ça n'est pas réellement comparable à du YouTube ou Twitch par exemple. D'ailleurs des vrais lecteurs de vidéos qui ont disparu, il y en a tout un tas, comme Hitbox, mais bon, je vous réserve tout ça pour une future vidéo si vous explosez les pouces bleus sur celle-ci. Retournons donc sur Vine qui fonctionne sur un seul principe, des vidéos d'une durée de 6 secondes au maximum, et à partir de cette contrainte assez vénère, plein de contenu complètement innovant et émergé. Créé en 2012 par Dom Hoffman, Russ Yusupov et Colin Kroll, l'application a été très vite rachetée par Twitter pour ainsi accroître son entreprise. Et après tout, c'est assez logique dans la communication de Twitter vu que ce réseau-là a la contrainte d'un nombre très limité de caractères. Donc on reste dans le thème quoi. L'application sort dans un premier temps uniquement sur iOS le 24 janvier 2013 et a complètement explosé le game. Contrairement au service vidéo classique, il était beaucoup plus simple de pouvoir partager du contenu vidéo à une époque où TikTok n'existe pas, ou tout comme les copies Reels et Shorts, mais aussi YouTube avait un certain élitisme et ici on voulait déjà y produire du contenu. Ici on prenait l'application, on tournait nos 6 secondes et paf, on avait notre vidéo en ligne, un réel jeu d'enfant. En avril 2013, c'est l'application la plus téléchargée de l'App Store. Sur la suite de l'année, l'application sortira enfin sur tous les systèmes Android et Windows Phone. Car oui, Windows Phone, ça existait encore en 2013. D'ailleurs, je parle de copie de TikTok avec les Reels que l'on trouve sur Instagram, mais saviez-vous qu'à une époque, il existait aussi une copie de Vine sur Instagram avec des vidéos de 15 secondes, sobrement appelée Instagram vidéo. Le but était vraiment de juste dire « Hey, regardez, nous aussi on le fait !» Ouais, la copie de fonctionnalité ne date pas d'hier. Beaucoup de créateurs extrêmement populaires aujourd'hui ont à la base émergé grâce à Vine, les plus connus étant sûrement les frères Logan et Jack Paul, connus aujourd'hui pour se battre avec une carte Dracofeu autour du cou ou pour faire des vlogs un peu macabres dans la forêt. Malgré ces stars, si je puis dire, l'application n'a pas réussi à se pérenniser dans le temps, et ça principalement pour deux raisons. La première, la modération est encore une fois absente ici, même pire, elle encourageait des contenus un peu plus limites. Si vous allez sur Twitter, vous savez que vous pouvez trouver de tout assez facilement là-bas, du contenu pour enfants et pour moins enfants
enfants. Et bien par ici, on pouvait en trouver pas mal à sa sortie. Et à un moment, une vidéo pas très tout public s'est carrément retrouvée dans les coups de cœur de l'application. Pas foufou pour une appli qui se vend encore une fois grand public. Néanmoins en 2014, Vine prend la décision de bannir tout contenu pour adultes de sa plateforme. Et pour contrebalancer cette mauvaise image que le réseau social avait acquis malgré ça, Twitter prit la décision de lancer Vine Kids en janvier 2015 pour les petits kidous de 7 à 12 ans. Toute cette application était modérée par Vine, vidéo par vidéo, pour ainsi éviter le beau bordel qui était devenu le vrai Vine afin d'être sûr qu'il soit adapté aux plus jeunes. Mais le second souci dans l'histoire, c'est que Vine n'a jamais réussi à trouver un modèle économique, que ce soit pour lui mais aussi pour ses créateurs de contenu. Beaucoup de ces derniers, malgré des millions et des millions de followers, ne gagnaient pas un copec par l'application. Et quand on voyait les compilations de Vine faire des millions de vues sur YouTube qui, elles, devaient mettre la daronne à l'abri, ça doit bien faire tiquer. L'application était donc devenue un tremplin pour beaucoup, mais une fois leur célébrité faite, ces derniers se barraient illico presto sur les autres applications pour pouvoir monétiser tout ça, laissant donc Vine de plus en plus vide. Et du côté de l'appli en elle-même, c'était pas mieux, pas vraiment d'outils pour faire du gain, donc les investisseurs ont été effrayés, aucun annonceur ne pouvait faire de promotion dessus, bref, l'application ne générait juste rien. Si on ajoute à ça la concurrence de plus en plus grande des autres réseaux et surtout l'arrivée des behemoths TikTok et autres consorts, Vine n'avait juste plus aucune chance. En 2016, Twitter prend la décision de fermer Vine pour de bon et le service n'est donc plus du tout accessible aujourd'hui. Fin assez amère pour Twitter sur ce service qui est clairement le précurseur de TikTok qui est aujourd'hui le roi du monde. Mais celui qui l'a eu le plus en travers de la gorge, eh bien c'est l'un des créateurs originels, Dom Hoffman. Et suite à ce tollé, il n'avait clairement pas dit son dernier mot. Byte. En effet, l'un des papas de tout ça, ce fameux Dom, a bien vu que Vine est un réel précurseur, et en soi il a plutôt vu juste, et si ça a raté, c'était forcément à cause de Twitter et rien d'autre. Il décide donc de teaser sur Twitter, oui cocasse, une nouvelle application en décembre 2017, V2. Les internautes se sont retrouvés comme des fous à penser voir apparaître dans les prochains mois la réincarnation de Vine, car ici aussi c'est du contenu vidéo de 6 secondes. Et en mai 2018, Dom annonce enfin qu'il n'arrive pas à faire l'application et qu'il prend une pause. Aïe. Bon, pas grave, possiblement des soucis financiers, ça peut arriver, ça va revenir. Et en effet, en novembre 2018, Dom annonce enfin la reprise du projet ainsi que son nouveau nom, Byte, tout en présentant ce qui manquait cruellement à Vine, son programme pour créateurs, avec pour but de les aider à monétiser leur contenu. Donc super sympa, mais l'application n'est toujours pas accessible au public, seulement en bêta fermée. Et l'attente se fait longue, plus aucune news en 2018, aucune news non plus en 2019, et l'application sort enfin sur iOS et Android le 24 janvier 2020. Et il était temps, et vous imaginez bien que ça a été un four complet. En 2020, les autres réseaux étaient beaucoup trop installés, avec énormément de publicité pour ces derniers, et un nouveau projet qui était aussi bancal dans sa communication n'avait juste aucune chance. Le programme créateur est arrêté en août 2020, soit seulement 6 mois après l'ouverture au public de l'application, et cette dernière est complètement arrêtée en janvier 2021. Bon, je pense que Dom a compris la leçon, il a raté le coche des réseaux sociaux, pas grave. Bon, il a dû se faire un bon petit billet quand même, autant passer à autre chose, non? Clash. Et voici le nouveau réseau social de Dom Hoffman. Et oui, car en réalité, Byte est juste devenu Clash après un rachat en janvier 2021. Bon, en vrai, y a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est juste que j'ai l'impression que personne n'est au courant, qu'on pourrait presque dire que V3 existe. Et je me suis dit que c'était toujours bien de le savoir. L'application est arrivée en bêta fermée en juin 2021, avec cette image montrant une citation d'Albert Einstein dont je suis pas sûr de la véracité. Et l'application vient de sortir encore une fois uniquement sur iOS le 12 octobre 2021, et absolument aucune date pour Android pour le moment. Donc oui, c'est pas vraiment un fail ici, en tout cas pas encore, car l'application est beaucoup trop jeune pour qu'on ait du recul. Enfin, je pense que V3 va être tout autant un fail que V2. À force, on va se retrouver avec un petit V8 voire un V12, mais pas sûr que ce soit le même gage de qualité que dans une voiture. Vero. Est-ce que vous vous rappelez de Vero? Soit vous êtes là à vous dire mais oui c'est incroyable, soit je suis en train de vous parler de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Et pour cause, ce réseau social a disparu en quelques semaines. Lancé à la base en 2015, Vero, signifiant vérité en espéranto, cette fameuse langue internationale, est un clone d'Instagram. Le but est de partager des photos et des vidéos à d'autres pour ainsi montrer à quel point votre vie est bien meilleure que la leur. Le réseau fit son petit bout de chemin sans trop de prétention, mais a connu un réel essor en 2018 grâce à une chose, le scandale Cambridge Analytica. J'ai déjà pu en parler sur une vidéo traitant des GAFAM et du fait qu'ils vous écoutaient à votre insu à travers votre smartphone par exemple, mais en gros on est sur quelque chose de pas dingo niveau protection de la vie privée ici, même pas dingo du tout, et avec le partage d'énormément de données d'utilisateurs sans leur consentement par Facebook et Instagram. Une énorme migration d'utilisateurs s'est faite à ce moment-là, avec tous ces gens qui ont cherché de nouveaux réseaux. C'est un peu comme à l'époque du scandale WhatsApp où les gens se barraient vers Telegram ou Signal, mais version 2018. Ici pour remplacer Instagram, c'était donc Vero qui était tout trouvé. Mais tout ça était un cadeau empoisonné, Vero n'a pas réussi à tenir la cadence avec des pattes de serveurs terribles, une critique acerbe de ses
fonctionnalités manquantes de la part des gens venant d'Instagram ayant eu l'habitude d'avoir tout de suite. Bref, Vero n'a clairement pas su gérer cet afflux. Et le plus gros problème, c'est que cette migration était faite par souci de vie privée. Et il se trouve que Vero était en fait limite pire que les réseaux de marque. En effet, à la création d'un compte, Vero vous demandera un nombre gigantesque d'informations, l'obligation de fournir un numéro de téléphone, votre position de manière permanente ou encore d'enregistrer vos conversations sur le réseau. Et le pire dans tout ça, c'est que même en se désinscrivant du réseau, Vero gardait toutes vos infos. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi la Russie interceptait les informations allant sur l'application car l'équipe de développement était russe, ou encore des histoires de corruption car le fondateur Ayman Hariri est le fils de l'ancien premier ministre libanais qui a été assassiné. Bref, pas jojo tout ça. Et finalement, je vous ai parlé de l'histoire de WhatsApp tout à l'heure, mais parce que ça a fait exactement pareil ici, hein. Les gens étaient outrés de ce qui se passait avec leurs données, et 2 semaines plus tard, ils avaient tout oublié, et ils étaient déjà retournés sur Instagram et Facebook. Un peu comme avec WhatsApp quand les gens s'étaient barrés à Telegram et Signal pour revenir juste après. Vero a eu un quart d'heure de gloire qui a réellement duré un quart d'heure. Le réseau social fonctionne toujours aujourd'hui, mais ce n'est clairement plus autant utilisé. Alors certains trouvent encore des qualités avec ce réseau, mais là on parle réellement d'une niche. Mais quel est le prochain qui va mourir d'après vous dans ceux qui sont actuellement répandus? Eh bien je vous laisse me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait remonter des souvenirs. Le meilleur moyen de m'en remercier, c'est le pouce bleu de l'amour sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette dernière à tous vos potes qui sont accros à TikTok pour leur montrer qu'il existe d'autres applications que cette dernière. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!